Et je sais pas ce que tu en penses, mais apparemment, il y a un consensus, je sais pas de quelle partie si c'est des physiciens, des astros quelque chose ou enfin bref. J'avais vu passer ça une fois en lisant des articles, qu'il y a de plus en plus de théoriciens qui défendent, le côté, qu'on pourrait vivre dans une simulation, que le truc à la Matrix, ça se tiendrait totalement. Enfin, il y a une bonne partie de scientifiques qui disent ouais, bah, finalement, après avoir exploré énormément d'autres domaines, tu vois, ils se disent ça pourrait être. Notamment ceux qui défendent la théorie des cordes et tout, tu sais, avec plein d'univers parallèles, etc. J'avais lu des livres là-dessus. Il y avait un livre qui est connu, il y avait celui des fourmis de Werber. À un moment, il montait une simulation, il y avait des gars qui étaient en simulation. Salut Marc. Salut tout le monde, je vois que nous sommes en live, alors je salue l'audience, j'ai pas branché le retour, désolé, je suis un petit peu en retard cette fois-ci. C'est nous aussi, on était là. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'on commence dans le rouge, j'imagine que vous avez commencé par ça, et en même temps... On n'a pas commencé. Ah, vous n'avez pas commencé? Ah bon. Pardon. Une petite séance littérature. On était en train de parler de physique quantique et de théorie de la relativité, tu vois, on s'est donné mal à la tête en 3 minutes. Ah oui, bon, écoute, moi, ma spécialité, c'est la crypto, c'est pas la physique. J'ai même pas un bac scientifique, pour vous dire. J'étais plus dans l'économie et le droit, donc je préfère parler des choses que je maîtrise, plutôt que... Ouais. Mais c'est intéressant, forcément. Ah ouais, c'est super intéressant et ça nous dépasse de ouf. Tout ce qui est infiniment petit, infiniment grand, c'est toujours... En fait, tu arrives rapidement à la limite de compréhension de ton cerveau d'humain, entre guillemets. Pour moi, ce qui est bizarre, c'est que la physique quantique, c'est vraiment le truc... bon, là, ça n'a pas de rapport avec notre discussion, mais ça attire tout un tas de zozos à chaque fois. Et ils te disent, oui, la physique quantique a un effet sur votre vie, vos humeurs, etc. Je suis là, bon, écoute, c'est un peu l'astrologie, mais version scientifique, quoi, pour certains. Alors que ça n'a rien à voir. C'est un domaine de la science assez intéressant et pas du tout ésotérique, quoi. En parlant de ça, je fais le micro aparté parce que nous, on n'est pas du tout dans ce genre de délire. Mais bizarrement, ça dump là le marché alors qu'on est sur une phase où on va avoir la lune noire dans 48 heures, je crois. Et en plus, c'est un truc que Maren Altman là, sur Twitter a souvent mis en avant. On a un Mercure rétrograde et apparemment du coup ça donne de l'impact au total. Alors bien entendu on va pas commencer à faire de l'astro prédiction ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça assez marrant que ça arrive en simultané. Bon après d'un point de vue un peu plus pragmatique, 8 semaines de hausse consécutive, on va le voir dans un instant. Je pense que c'était le bon endroit et le bon moment pour avoir une petite pause. Et comme on l'a souvent dit aussi, le mois de décembre est un peu casse-gueule pour le marché crypto. Ça déboucle dur aux États-Unis. Ça baisse ses impôts. Et puis en plus, j'ai vu un truc là sur le graphe qu'on va regarder et qui explique aussi encore mieux, je trouve, que la théorie de Mars rétrograde. Yep. On va aller voir ça. Bon, on va attaquer par l'analyse technique, comme on a commencé un peu tardivement. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Tac, tac, tac. Bah, on est bien là sur l'analyse technique. 1600 milliards, on a même méché un petit peu au-dessus. Et c'était le Fibo non logarithmique. Donc au final, je me suis forcé à tracer les logarithmiques parce que j'avais vu Vincent Gann notamment qui disait « Ouais, c'est dommage d'être en log et de ne pas mettre les Fibo en log. » Mais j'ai l'impression que ça marche tout aussi bien en log et en Fibo non log. Bon, bref, on va pas trop se perdre là-dedans, mais les 1600 milliards, c'était une belle zone ici que je pensais qu'on pouvait atteindre au printemps. Et finalement, les amis, j'ai un petit écho, donc je pense que ça vient de chez Manu. Possible. Manu, est-ce que tu peux couper ton son, s'il te plaît? Juste pour ça va mieux là? Manu, t'as coupé ton micro? Ouais. Ouais, bah j'entends plus. Ouais. Ok, je pense que ça venait là. Bah, je vais couper mon micro quand tu parles aussi. Ouais, voilà, on n'a qu'à couper à tour de rôle. Et donc, 1600 milliards de capitalisation, on est à 1005 ce soir, donc c'est déjà un retracement qui est pas dégueu, on est à moins 7%.
On voit que si on retrace un peu plus, comme je disais dans la quotidienne ce matin, on a un petit stop à 1004. Allez, on va faire des contrôles, au moins ça parlera à tout le monde. Et ensuite, ça serait de revenir sur la zone de sortie ici autour de 1270, pour pas dire entre 1250 et 1300. Donc je les avais mesurés ce matin. Là, par rapport à la mèche haute, on est sur un moins 8%. Ce matin, on était à moins 6, moins 7 dans ces eaux-là. Donc ça reste pour l'instant gentillé, hein. On a vécu bien pire. Par contre, si on revient backtester la zone de sortie ici, c'est plus un moins 20, moins 22%. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération pour ceux qui considèrent le court terme en tout cas. Après, je ne l'ai pas dit dans l'émission de ce matin, mais basiquement, vu l'action de prix qu'on a eue en 2023, ça serait aussi dommage de se faire sortir maintenant pour ceux qui visent un cycle haussier dans les 18 à 24 mois, comme on dit souvent. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait de très très belles perfs là sur 2023, qui l'ont dit sur le Discord ou sur Twitter ou ailleurs qu'ils sont en train de prendre des profits. Et ça, on ne peut que vous féliciter d'appliquer la théorie et de le mettre en pratique derrière, puisque quand on prend ses profits, quand on est bien dans le vert, en général, il n'y a jamais de regret derrière. On peut avoir de la frustration en mode oui, j'ai pris des profits trop tôt, etc. Mais on l'a vu et on l'a vécu en 2022 notamment. Les profits qui avaient été sécurisés entre fin 2021 et début 2022, ça a été que du luxe par la suite, notamment en plus avec un dollar qui s'est fortement apprécié au cours de l'année 2022, je crois. 2023, après, ça a un peu stagné. Enfin bref, à cheval sur ces 2 années. Donc là, pour l'instant, j'ai du mal à savoir immédiatement si on va en rester là ou si ça va être un retracement un peu plus profond. Le Bitcoin avait quand même fait quasiment 45 000 $. Donc là aussi, finalement, on a pas mal de mouvements potentiels, puisque rien que pour récupérer la moyenne mobile 20 hebdomadaire, c'est un retour sous les 32 000. Donc vous imaginez un peu le parcours qu'on peut faire, sachant qu'on a un gros support intermédiaire à 35. Et ça, pour moi, ça serait bien quand même qu'on le préserve si on avait un retracement un peu plus majeur du côté du Bitcoin. Je passe rapido presto sur le Crypto Total 2 des alts pour voir qu'après la sortie ici, eh bien, ça n'est toujours pas l'alt season. Voilà, on l'a toujours pas et je pense qu'on peut l'attendre encore un peu. Et ça peut très simplement se constater par un Ether qui tout juste a réussi à sortir des 2000-2100, est venu chercher son objectif théorique des 2004 et est déjà de retour sous les 2002 ici, avec un backtest malgré tout qui est assez parfait et qui, je pense, va être bien défendu par les acteurs du marché entre 2000 et 2100. Et on a désormais toutes ces moyennes mobiles qui sont packées pour Ether autour de 1800 $. Donc voilà, messieurs, pour l'overview de l'AT. Et si vous voulez rajouter un petit truc, je me mute. À vous. Moi, je propose qu'on regarde, si tu peux nous montrer, CM, la Bitcoin dominance qui a pris assez cher aujourd'hui, sur la chute. Et ça, c'est relativement imprévu, puisque généralement, si vous écoutez tout bon maximaliste, il vous dira quand tout tombe, Bitcoin tombe moins que le reste. Et j'avais trouvé, non, c'est juste que ça avait piqué vachement la semaine dernière, effectivement. Ouais, ça s'est fait repousser de 55 vers 53 la semaine dernière. Non, et là, j'avais pas ce contexte, effectivement. Donc, alors moi, j'ai une meilleure explication. Retirez mon commentaire, voilà. Comme quoi, il faut toujours vérifier, don't trust verify. Et effectivement, avec le contexte de la semaine, c'est plutôt que la semaine dernière qui avait explosé. Et là, c'est un retour à la normale. Vas-y, pardon, Manu. Moi, j'ai une meilleure explication. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Moi, si j'étais toi, CM, j'irais sur le CME et je vous parlerai de ce fameux gap qu'on pourrait penser être un gap de rupture, mais en fait, qui est un gap comme tous les autres qui potentiellement va se faire combler. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on continue vers les quelque chose comme ça. Je crois que tu as un souci de micro de nouveau, Manu. Ouais, on a encore la censure de Manu. Manu, toi qui as une communauté vibrante. Je vais quitter et je reviens, mais je pense que c'est StreamYard, c'est pas mon micro. Je reviens. En fait, ça fait une fluctuation juste au niveau de ton volume. Là. Un coup, on t'entend fort et un coup, on t'entend quasiment plus. Comme s'il y avait un gate. Ouais, exactement. Et ça, la dernière fois, c'était dû au fait que tu avais réduire les sons d'écho ou ce genre de choses. Ouais, j'avais enlevé.
Et donc, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Voilà. Là, c'est mieux, là, vous entendez quelque chose ou pas? Là, ça va. Ouais. Alors, c'est peut-être le réseau aussi qui est un peu instable. Je disais, si j'étais toi, j'irais voir le graphique du CME et on peut voir qu'on a un magnifique gap qu'on a envie d'aller chercher et combler. Et à mon avis, l'explication. Ouais, possible, possible. C'est vrai que je le regarde plus trop le futur CME depuis quelque temps et pourtant c'est quelque chose qui drive pas mal puisqu'on l'avait vu, si je dis toujours pas de bêtises, les Open Interest sont passés devant Binance depuis quelques semaines, voire une paire de mois. Donc c'est vraiment le côté institutionnel qui a pas mal drivé en 2023. On va voir ce que ça pourrait donner, mais décembre, voilà, historiquement, c'est un mois en demi-teinte pour la crypto. Il peut être positif, mais il y a cette seconde partie du mois de décembre où en général, ça déboucle beaucoup de positions. Et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer tout à l'heure dans les commentaires sur YouTube, je crois, qu'on va avoir le quadruple Witching Day. Donc, je ne veux pas dire de bêtises là aussi, j'ai plus la définition. Les 4 sorcières. Oui, les 4 sorcières. C'est vrai que c'est à cette période de l'année et effectivement, ça risque de faire mal. Je vais vérifier pendant que tu en parles et que tu Je ne veux pas dire de bêtises au niveau de la dénomination, mais 3 à 4 fois par an, c'est le dernier vendredi de chaque trimestre, un truc dans ce style. Il y a un débouclage massif, une expiration, des options, des futurs, de tous les produits dérivés, que ça soit lié à la crypto ou aux actions et toute autre chose. Donc, ça devrait être ce vendredi, normalement. Effectivement, je confirme, c'est le 15 décembre et c'est le quatrième, la quatrième sorcière, puisqu'il y en a 4 par an, puisque c'est des clôtures trimestrielles. Et oui, c'est moi vendredi, j'ai pas compris. Mais c'est lui qui a dû mettre le commentaire sur YouTube. Ah, d'accord. Et merci. Voilà. Merci d'avoir mis le commentaire. Et effectivement, ça c'est assez suivi dans la bourse traditionnelle, le jour des 4 sorcières en français. Et effectivement, c'est le 15 décembre. Ok, donc semaine de grosse volatilité au final. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que si tu regardes un peu la chute qui a eu lieu, c'est quand même une chute un peu, moi j'ai trouvé un peu fat finger, parce que quand tu regardes, tu la vois en 5 minutes, en 1 minute, et donc je me demande si c'est pas aussi un coup des market makers ou un truc comme ça, il y avait beaucoup d'open interest, ça commençait à envoyer des ARC20 sur Avalanche, c'était le futur, etc. Donc il fallait punir un peu. On avait beaucoup d'excitation sur les altcoins, les Layer 1 qui revenaient, Solana, etc. Moi, je pense qu'il y aura quand même de la place pour des autres blockchains sur ce cycle et qu'il faut rester ouvert d'esprit. Cependant, dans le chat, ils te disent Manu, effet gate. Est-ce que tu as un truc logiciel sur ton micro qui est activé que tu n'aurais pas activé d'habitude? Puisque effectivement, c'est quand tu parles, en fait, on commence à t'entendre, en plus, on t'entend plus, on te réentend, et c'est vraiment un son qui est pas. Ça a l'air bizarre. C'est soit au niveau du gain, ou alors peut-être si tu as une molette pour régler en cardioïde ou des trucs comme ça, pour regarder. Ouais. Maybe tu as un truc qui s'est déréglé sur le micro. C'est ça, tu as le Blue Yeti. Donc le Blue Yeti, tu as les 4 options là, dessus. Ouais, je crois que tu as dû le bouger en fait sans faire exprès, ou quelqu'un te l'a bougé. On va essayer. En tout cas, on aura eu un sacré dernier trimestre 2023, mine de rien. 8 semaines de hausse consécutive, c'est assez fou puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le dernier bull. Ça laisse aussi plutôt optimiste pour le Q1 2024, puisque je pense que de toute évidence, la Fed n'est pas ultra pressée non plus de pivoter. Par contre, en ayant, et je vais l'afficher à l'écran ici, le SP500 qui vient de truster pas très loin des points hauts, lui aussi sur 6-7 semaines de hausse consécutive. Voilà, à partir du pivot de la Fed, je crois qu'on est à 12 itérations sur 13 où on a une récession derrière.
Donc, je veux bien parier contre la statistique maîtresse, entre guillemets, et dire non, non, il n'y aura rien, il y aura un soft landing et dans 2 ans, peut-être que voilà, l'indice aura fait un nouveau point haut au niveau du SP500, mais c'est un peu l'épine dans le pied, tu vois, pour 2024. Et en bout de chaîne, il y a le nouveau président des États-Unis à l'automne, qui peut aussi faire pas mal de changements au final pour les marchés. Ouais, je pense que ça va être une grande année 2024 en termes de volatilité. Je suis plus optimiste que pessimiste sur cette année. Et pour moi, on a eu 8 semaines de hausse. On est en train de cleaner du levier. Il n'y a pas raison de considérer que c'est un changement de polarité. C'est très clairement pour moi, il y a pas. Pour l'instant, il n'y a aucun indicatif qui me dirait qu'on est vraiment en train de changer de mood sur le marché et que bon, on continue de s'engager dans le mouvement qu'on a engagé à la fin de l'été. Il n'y a pas de sujet pour moi pour l'instant. On verra plus tard s'il y a des confirmations. Yes. Je sais pas si je passe encore 2-3 bricoles par rapport à ça, par rapport à l'analyse technique. On a eu des belles performances là récemment. Injective a continué, Immutable X, on avait... Immutable X, il faut saluer puisque j'en ai parlé positivement, peut-être que ça les a excités, les investisseurs. Bien sûr, on n'a aucun effet sur les marchés, mais bon, certains fantasment qu'on peut faire monter ou descendre le prix des tokens. Mais eGold, pour la première fois de ma vie, j'en parle en positif la semaine dernière et regarde la semaine qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait un peu un momentum qui était en train d'arriver sur IGLD. Et pareil sur Avax d'ailleurs, hein. Un x4 depuis le point bas quasiment pour Avalanche. Ouais, Avax, très très belle semaine également. Ouais. Ça, j'en possède très peu du Avax, mais j'en possède un petit peu. Du eGold, j'en possède 0. En fait, je suis un peu bloqué moi parce que j'ai pas de compte sur les échanges centralisés. Donc tout ce qui est pas dans l'écosystème EVM, c'est compliqué pour moi d'acheter des coins. Il faut que je prenne des bridges chelous. C'est pas si facile en fait de passer de l'écosystème Ethereum à l'écosystème. Par exemple, je voulais acheter des trucs sur Cosmos aujourd'hui parce que sur Cosmos ils ont fait des NFT un peu débiles qui s'appellent Bad Kids et je me suis dit allez YOLO, je vais en acheter un parce que les copains en achetaient un et le truc c'est que j'ai pas été capable d'acheter des tokens et d'arriver dans l'écosystème Cosmos sans passer par un échangeur centralisé et j'ai vraiment pas envie d'utiliser un échangeur centralisé pour l'instant quoi. Donc voilà. Ouais, au final, tu vois, bien sûr, je vous fais pas la pub ou je vous dis pas d'acheter Bad Kids. Hein, c'est un projet NFT, PFP. A priori, il fera moins 99% en bear market comme tous les autres. Hein. Ouais, et tu vois, j'avais fait ma petite séance en mensuel sur le BLX qui, au final, en repassant dessus avec le recul, s'est bel et bien déroulé. Et on peut constater d'ailleurs à cette occasion qu'au-delà des 8 semaines de hausse, en fait, on est sur 4 mois de hausse consécutifs. Donc, ouais, ça n'est pas rien. Hein. On le voit, c'est des phases verticales qu'on a connues que quelques fois sur les cycles précédents. Donc là, à voir. Ça serait assez décevant en un sens que soit décembre termine dans le rouge ou janvier soit un mois qui s'attaque dans le rouge. Ça serait, je pense, pour beaucoup un peu une déception. Je pense qu'il faut quand même y aller tranquille. Hein. On a fait une bonne année. On a retracé la moitié de la baisse. Franchement, on est bien. Ce serait bien. Là, on a vraiment fait une belle hausse, ranger un petit peu pendant quelques semaines. Ça ne me choquerait pas. Surtout, comme tu disais, les Américains payent leurs impôts. Ça veut continuer à accumuler pour les ETF, etc. Ça va manipuler aussi à fond le marché. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'on reste par là quelque temps. Il y avait Cryothérapie qui demandait un mot sur Celestia et sa capitalisation actuelle. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai pas sous les yeux, la cap, mais on était autour de 2 milliards, non, récemment. Ouais, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais la semaine dernière. Donc, je vous invite, non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. En disant que ça faisait partie des investissements que je regrettais puisque je l'avais eu quand même en 4D Dolby Surround 5.1, que les copains du journal du coin, notamment Sam, ils étaient assez présents là-dessus et quand ils ont eu le hard drop, ils ont annoncé que ils renforçaient sur ce type d'investissement, je crois. Et pourtant, j'ai rien pris. Et puis, j'ai vu passer le token de $2 à $8. Je connais pas le prix aujourd'hui. Peut-être qu'il est redescendu un petit peu. Bah, il est à 10 on arrive.
Ah, il est encore à 10 $, putain. Ouais, il est à 10,20 $. Mais excuse-moi, mais j'ai rien contre Celestia d'un point de vue technique, mais ça ne vaut pas 2 milliards. Je suis désolé. Non, c'est 1,5 milliard, 1,5 milliard en capital, mais même, et en pour moi, value à 10 milliards. Ouais, bah c'est pas voilà, c'est surévalué. Je suis désolé de vous le dire. Ça veut pas dire que c'est pas un projet de qualité. Ça veut pas dire qu'en mode bull market, ça peut pas monter à des grosses valorisations, voire des valorisations plus hautes qu'aujourd'hui. Il y a eu des trucs vachement moins bien qui sont vachement mieux évalués par le marché aujourd'hui, mais clairement, moi, je rentre pas sur un actif qui a une capitalisation comme ça par rapport au concret. Et le concret de Celestia, c'est que pour l'instant, c'est vachement bien théorique. Tu vois, et c'est pas concrètement, il n'y a pas grand chose qui utilise Celestia aujourd'hui. Et c'est surtout, c'est pas les seuls au monde à être sur leur verticale. Donc voilà, certains diront la rage marque, il a raté son entrée et du coup il rage et il fout le Bactia. Non, je pense que Celestia au niveau des fondamentaux c'est très solide, mais au niveau de la valorisation, on est au-delà de ce qui me semble cohérent en tant qu'investisseur. Donc c'est pas grave, je laisse le bateau partir, je reste à quai et puis il y aura d'autres bateaux dans lequel je monterai plus tard, tu vois. Mais je refuse de rentrer dans un truc FDV 10 milliards et cap réalisé 1,5 milliard, non. Ouais, après, tu vois, je regarde et je me rends compte qu'il n'y a que de l'exchange centralisé qu'il a listé. Et je pense qu'il y a aussi une dynamique sur les exchanges centralisés. Vous, dans le public, il y a beaucoup de gens qui utilisent des wallets, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font de la crypto et qui utilisent des wallets centralisés. Et ce n'est pas tous les jours qu'il y a pas tous les jours. Des projets qui sortent, qui peuvent être un peu hypés, etc. J'ai l'impression que peut-être à ce niveau-là, ça peut avoir un peu plus d'impact. Et aussi, il y a un truc à faire attention, c'est que je vois qu'il y a 1 milliard de tokens en offre totale et je vois qu'il y en a 45 millions, donc 14% en circulation. Ouais, il y a une toute petite partie du supply qui est disponible. Je n'ai pas regardé après comment ça. Et surtout, les copains, ça, c'est le truc où il y a des gros VC. Il faudrait que je regarde. Il y a qui comme VC derrière? Mais après, ils sont encore vestés, hein, donc ils en ont pour du temps. Hein. Je pense pas que ça va se libérer tout de suite. C'est les stars. À mon avis, c'est les vesting new gen. Tu dois être sur 36 mois ou un truc comme ça. Ouais, donc je pense qu'ils ont fait quand même une série B. 56 millions. Ils ont levé 56 millions de dollars. Ouais, c'est sympa. Ouais. OKX au capital, Polychain au capital, Bain Capital. Ils ont Maven 11. Je crois qu'ils ont fait faillite. D'ailleurs, en parlant de levée de fonds, il y a un truc d'AI là, avec 2 Français à la tête, Mistral AI, qui a levé des. Il n'y a rien à voir avec la crypto. Hein. Oui, ils ont levé 2 milliards. Ouais. J'ai pas d'avis sur la question. Franchement, ouais, pareil. Comme je connais pas le projet. J'ai juste vu passer, ouais. Ouais, pour l'instant, pas de projet, donc j'ai pas d'avis sur la question. Je vous en parlerai quand j'aurai fait plus de recherches. Mais c'est là où on voit quand même que l'IA en ce moment, niveau narratif, ça drague, quoi. C'est les différents protocoles de LSTFI, Gravita, Prisma, etc. Alors, ce qu'on a appelé LSTFI, moi j'appelle ça fork plus ou moins pourri de Liquidity. Parce qu'en fait, Liquidity, c'est un protocole qui fait un stablecoin qui s'appelle le LUSD. Et en fait, comme c'est ce qu'on appelle du code immuable, ça ne peut pas évoluer. Et quand ils ont lancé Liquidity, ils ne savaient pas que le futur, c'était ce qu'on appelle les LST, Liquid Staking Token, donc comme Lido avec le ST8, Rocket Pool avec le REIT, etc. Et c'est vrai que, quitte à avoir de l'Ether en collatéral, autant avoir de l'Ether qui rapporte des sous-sous, puisque c'est un LST, c'est un Ether qui est stacké, qui a été re-tokenisé. Et du coup, au lieu d'avoir juste un Ether qui va monter et descendre selon la valorisation du marché, c'est quand même intéressant d'avoir un Ether qui va monter et descendre selon la valorisation du marché, mais en plus rapporter 3-4% de revenus du staking. Donc avoir un collatéral à prix constant de l'Ether qui va augmenter de 3 ou 4% de valeur au fur et à mesure du temps. Et donc les premiers forks de Liquidity, il y en a eu plein, hein, mais Gravita, c'est l'un des meilleurs, par exemple, qui fait le GRAI, donc qui est GRAI, qui est un stablecoin qui fonctionne exactement de la même manière que le LUSD, à quelques petits détails près.
et qui a le but d'être stable. Mais il y en a plein d'autres de plus ou moins bonne qualité. Aujourd'hui, le premier protocole de LSTFI, j'ai envie de dire, c'est les premiers, c'est MakerDAO aujourd'hui, puisqu'on les cite rarement dedans, mais le plus gros protocole qui fait des stablecoins, qui prend l'Ether stacké en collatéral, c'est MakerDAO. Le numéro 2, c'est Aave. Le numéro 3, ça va être Instadap. Le numéro 4, ça va être Spark. Et en fait, ces gars-là, les Gravita, etc., en fait, ils sont tout petits. Après, ils ont réussi à créer une hype autour de ça. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. C'est intéressant en soi. Mais pourquoi aller faire un stablecoin comme le Grail quand on peut faire du DAI? Ou quand on peut faire, par exemple, le Go, c'est un mauvais exemple parce que c'est un petit stablecoin aujourd'hui et qui a que 35 millions de dollars de Go, ce qui est pas si mal, mais c'est pas si énorme. Pourquoi aller s'embêter à aller dans un stablecoin qui est pas forcément stable, qui est plus petit, qui est pas forcément liquide, qui est pas forcément sur des exchanges, quand on peut aller chez MakerDAO faire exactement la même chose? Et ça, c'est un peu la question qu'il faut se poser. La réponse aujourd'hui, c'est peut-être que je vais avoir un airdrop, ou peut-être que où on me file des tokens, des shitcoins, parce que j'utilise ce truc-là, et c'est à peu près ça la réponse aujourd'hui. Je suis pas sûr que sur le long terme, ce soit une réponse suffisante. Donc, je suis pas en train de fermer la porte. Il est possible que des choses comme Gravita trouvent leur place dans la finance décentralisée, mais pour l'instant, je demande à voir. J'ai pas été impressionné plus que ça par l'un de ces protocoles aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, t'en penses quoi là de la dernière news de USDT Tether qui petit à petit va dans le sens OFAC compliance, voire gel d'actifs? Est-ce que pour toi il y a du nouveau ou est-ce que finalement c'est nothing burger, c'est Il n'y a business jamais eu. as usual? Bah non, les gars, de toute façon, ils sont sur une mine d'or. Tether, je rappelle, c'est la boîte la plus rentable de la Terre par habitant. Pas par habitant, pardon, par employé. Je crois qu'il y a une 60aine de personnes qui travaillent chez Tether. Ils font 4 milliards et demi de bénéfices, pas chiffre d'affaires, de bénéfices par an. Ils ont gagné 1 milliard et demi, 2 milliards, je crois, le trimestre précédent. Voilà, ils ont eu la poule aux œufs d'or. Donc, pour préserver la poule aux œufs d'or, il faut que Biden et Jérôme Powell décrochent le téléphone et disent celui-là c'est un méchant, tu lui bloques ses tokens, ils vont bloquer les tokens, t'inquiète. Et franchement, vous pouvez monter sur vos grands chevaux, mais pour 4 milliards et demi, vous ferez pareil. Et en fait, le truc, c'est que voilà, si vous êtes honnête, en vrai, vous ferez pareil. Parce que le but du jeu, c'est qu'ils vont pas aller en prison à la place des autres et ils sont assis sur une mine d'or. Donc pourquoi ils vont aller cracher dans la soupe? Donc si pour être tranquille et continuer d'imprimer, il faut suivre les règles et ils suivront les règles. Et c'est pas vraiment un souci. Ouais, non, mais surtout, ça reste un stablecoin centralisé. Hein, donc oui. Et puis on sait ce qu'on prend quand on a le USDT. Tu vois, si le LUSD, s'il faisait ça, c'est pas possible. Mais là, ça choquerait tout le monde. Mais là, aujourd'hui, USDT, les gars, vous prenez un stablecoin centralisé, voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Tout va bien. D'ailleurs, j'ai toujours pas désactivé la musique. Vous deviez l'entendre depuis tout à l'heure, comme j'ai pas on l'entend. Très ça nous faisait une petite ambiance, hein, tranquille. Bon, écoute. Dans le chat, ça a pas râlé, donc c'est que ça devait aller. Oui, on était bien. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que là, depuis justement ces dernières semaines, vous avez vu passer des choses en particulier qui vous ont... Je crois que j'avais posé la question la dernière fois à notre invité, mais moi, je vous fais un point d'étape. Qui vous ont titillé ou qui vous paraissent sortir un peu du lot? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que finalement, on tourne toujours un peu autour des mêmes sujets, mais qu'on n'a pas un gros narratif qui sort du lot, voire un narratif qui serait le narratif du prochain bull run. Comme c'était à l'époque avec la DeFi vraiment frémissante en 2020, tu vois, il manque un petit quelque chose. On a des trucs quand même, rapidement, mais bon, je pense que, tu vois, après, ça peut être des narratifs bullshit ou pas, mais on aura clairement un narratif intelligence artificielle qui va, à mon avis, s'étoffer et qui va pumpy pendant ce bull run. Moi, j'y crois beaucoup. En truc moins bullshit, entre guillemets, même si je ne dis pas que c'est 100%, l'IA, c'est 100% n'importe quoi, mais je pense que vraiment tout ce qui va être real world asset, tokenisation d'actifs réels, aura vraiment le vent en poupe. Alors, est-ce qu'après, ça
ça va pumper les tokens. Je sais pas, mais en termes de vraie utilisation, je pense que là, on tient quelque chose. Marché. Mais je pense que c'est StreamYard. Il serait temps, parce que on va pas t'accuser à chaque fois. Et de toute façon, ils te défendent dans les commentaires YouTube, donc je vais pas me faire découper dans les commentaires YouTube. Je pense qu'il est temps qu'on réessaye un petit peu OBS, qui est quand même un outil professionnel pour faire du streaming au bout de 3 ans de la chaîne. Parce que là, on utilise StreamYard, qui est bien, hein, franchement, mais c'est un peu limité. Et ouais, je pense que je vais me motiver, je vais essayer de trouver le temps cette semaine pour faire un truc comme on avait il y a quelques années au tout début de la chaîne. Ouais, on va essayer de faire ça. Mais là, je ne vois pas de paramètres de gain, de gate sur mon truc. Et si tu coupais, si c'était une question de bande passante et que tu coupais ta caméra, je sais que les gens qui te trouvent l'homme le plus beau du crypto Twitter français seront déçus, mais je pense qu'ils survivront et ils se rattraperont sur ta voix suave. Peut-être ça peut être ça, je ne sais pas. Vous me direz si c'est mieux. Non, pas de changement. Non, ça n'a pas l'air. Dommage. Bon, au moins, on profite de ta bogossitude. Exactement. Ils disent pas sur les AirPods, pas sur ton téléphone. Oui, c'est vrai que ça peut être des essais. Donc, moi, je voulais vous faire un point d'étape, puisque la transparence est bien aussi. Il y a 6 mois exactement, j'ai commencé à faire mon DCA et acheter du Gnosis. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Et ça a été un investissement très performant pour moi en 2023, puisque je suis rentré entre 90 et 110 $. Là, ça a dû baisser avec le cours actuel, hein, je n'ai pas regardé, mais on était au-delà des 200 $ la dernière fois que j'ai checké. Je ne sais pas où on en est. 225. Voilà, 225, donc on a fait une très très belle année, très belle performance. Moi, en fait, je suis pas un trader, donc c'est aussi... Là, je suis pas en train de vous flexer, j'ai gagné des sous, etc. Je me sers de ça comme d'un exemple pour vous dire un petit peu mon mindset et ma vision des choses en tant qu'investisseur. Donc, moi, je suis rentré en DCA sur cet actif il y a 6 mois et je suis dans un territoire où, en fait, lorsqu'on achète des actifs financiers et qu'on les garde un certain temps, dans mon cas, c'est 6 mois. Si vous êtes nos amis belges et wallons que je salue, parce que la francophonie nous regarde beaucoup en Belgique, vous, c'est bon père de famille, normalement, c'est 1 an. La Suisse, je crois que c'est 1 an. La France, c'est dès le premier jour, on s'en fout, de toute façon, c'est la flat tax pour tout le monde, ce qui a des avantages comme des inconvénients. Et le Portugal, par exemple, quand j'étais au Portugal avec le régime NHR, c'était 0% même dès le premier jour. Donc voilà, chaque pays a ses propres particularités, mais là où je suis, au bout de 6 mois, on passe à 0%, ce qui me met dans un mindset, parce que moi, je travaille, j'ai une entreprise, maintenant j'ai 5 salariés, j'ai pas le temps de regarder des graphes toute la journée. Donc c'est pas moi qui vais acheter du PP-Coin ou du machin pour faire des opérations sur 3 jours, sur quelques heures, sur une semaine. Quand j'achète un actif, je l'achète pour 6 mois minimum. Parce que j'ai ce truc au fond de la tête qui me dit, si j'achète un actif qui a des fondamentaux sérieux et que je suis confiant de le garder pour 6 mois, mon mindset, c'est que j'ai acheté de la qualité et il y a des chances que dans 6 mois, il ne soit pas mort, voire qu'il ait fait une performance. Et donc là, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on arrive aux 6 mois, puisque j'ai acheté à peu près de la Datcon Berlin. Donc dans 2 semaines, ça fera 6 mois sur ces premiers achats. Et là, je vais enclencher. Gnosis, c'est un très bon marché. Je pense qu'il va faire une très bonne année. Enfin, c'est une très bonne technologie. Je pense que c'est une bonne blockchain qui développe un écosystème, etc. Je pense qu'il va faire une très bonne année 2024. Mais je suis sur plus de x2 par rapport à mon investissement actuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ce qu'on appelle un DCA inversé sur cet actif. Ça veut dire que je vais pas vendre tous mes Gnosis, ou ce genre de choses. Mais en tant qu'investisseur, je commence à prendre mes profits et je vais le faire sur plusieurs semaines, probablement sur une bonne partie du premier trimestre de l'année 2024, pour garder une position, peut-être 50% de mon bac actuel, que je garderai peut-être sur le plus long terme. Et là, je verrai s'il y a une surchauffe, s'il y a une hyper spéculation sur cet actif et qu'on arrive sur quelque chose de surévalué, donc à 600 $, 800 $, ce genre de truc, peut-être que je recalibrerai mon portfolio. Mais je suis dans ce mindset-là. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, il y a une thématique de temps. Donc, il y a eu un plan. Ce plan s'est réalisé. Et maintenant, on exécute le plan et on prend ses profits. On ne tombe pas amoureux de la blockchain, on ne tombe pas amoureux du bag et on commence à sortir ses profits. Pourquoi on sort ses profits? Parce qu'on sort du cash qu'on pourra faire tourner
et faire rotate, tourner sur d'autres investissements, sur d'autres narratifs futurs. Et je pense que c'était un bon exemple, celui-là, parce que pile poil en 6 mois, le truc s'est réalisé. Parfois, ça se passe beaucoup plus mal, parfois, ça se passe mieux. Mais là, c'est quand même un bon exemple, je pense, sur l'année 2023, où on a un investissement qui s'est bien passé. Et il est important de préparer doucement sa sortie quand on investit sur les choses. D'ailleurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet que tu viens d'évoquer, mais c'est parce que j'y pense maintenant, donc j'en parle maintenant. Il y a le staking qui est ouvert désormais pour tout le monde, si je dis pas de bêtises, du côté de Chainlink. Donc c'est Oui. aujourd'hui ou demain. Il y avait eu plusieurs vagues successives ces derniers mois où ceux qui étaient là en amont ont pu participer. Et là, je crois que ça y est, ils ont ouvert un peu les vannes du côté du staking de Chainlink. Donc voilà, ça m'a fait penser en fait que le fait que tu dises position long terme, c'est plutôt cool aussi d'avoir des trucs qui sont stakés. Et moi, c'est comme ça que j'ai au mieux traverser ce bear market. J'ai cherché quasi systématiquement à avoir quelque chose qui me donnerait du rendement. Donc, ça a été en premier lieu Ether. Pardon ? T'es sûr que c'est pour tout le monde le staking ? Alors il ouvre les portes petit à petit, ouais, effectivement. Donc c'est pas 100% du supply qui peut staker, mais ils ouvrent les portes petit à petit. Disons que là c'est ouvert à tout le monde dans une certaine limite, alors qu'avant c'était vraiment choisi en fonction d'actions que tu avais menées au préalable. Donc on passe d'une alpha à une bêta à une ouverte au public entre guillemets. Petit à petit, effectivement. Le yield. Ouais. Et Gnosis aussi, hein, moi je suis staker sur Gnosis, ça rapporte pas mal au niveau du staking. D'ailleurs, c'est si vous avez un DAppNode, enfin si vous avez envie de commencer à apprendre à staker, le staking sur Gnosis, ça commence à partir de 1 GNO, donc $220. Donc on est sur un investissement qui est beaucoup plus faible que Ethereum avec ses 32 000 ou 40, enfin non, même plus, 70 000 $. Ouais. Là où vous pouvez commencer à staker avec $200. Donc il faudra quand même acheter le matériel qui coûte le même prix, hein, donc ça va être 1200, 1500 € si vous voulez quelque chose qui va durer dans le temps pour les 3 ou 5 prochaines années sans trop de problèmes, sans vous dire ah non il faut que j'update mon matériel. Mais je pense que pour un investissement de 2000 €, ouais, on va pouvoir commencer à avoir une machine qui tourne et quelques gnos qui tournent et qui vont rapporter un petit rendement. Alors, c'est pas ça qui va vous rembourser votre machine ni vous rendre riche, mais je pense que ça peut être un bon pied à l'étrier et une bonne première étape pour les gens qui veulent s'exposer à faire tourner leur propre node et qui veulent staker eux-mêmes. Ça peut être une porte d'entrée à envisager. Après, voilà, on parle d'un actif qui a fait x2 en 6 mois. Faites attention à vous. Moi, comme je vous dis, je suis en train de DCA à la sortie, donc je suis pas en train de vous dire achetez pendant que je suis en train de vendre. Ça n'aura pas. Enfin, je suis pas. Pendant que je suis en train de prendre mes profits, je vais pas vous dire allez. Tu peux le répéter, je crois. Tu peux le répéter une fois, s'il te plaît. Ouais, donc non, mais parfois c'est pas clair pour tout le monde parfois, donc les gens vivent dans les fantasmes, donc il faut mieux se calmer là-dessus. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux dans mes DM parfois. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, mais aujourd'hui, c'était une journée un peu particulière parce que 3 en même temps, vous êtes venus me voir avec des soucis, dont une personne qui se reconnaîtra. On a pas mal parlé aujourd'hui, on a fait un call, et qui avait des soucis sur son node de staking, sur le DAppNode, etc. Et je pense qu'on arrive dans un nouveau cycle. Il est important de rappeler les fondamentaux parce que pour l'instant, je vois les audiences, je pense qu'on est encore avec les vétérans qui regardent le live depuis au moins 1 an, voire plusieurs années. Mais dans les prochaines semaines, si on voit qu'il y a vraiment des nouveaux venus, je prendrai le temps de faire les tutos DeFi, les tutos machin, et je réfléchis de plus en plus à faire un starter kit. C'est-à-dire que où commencer dans la crypto, quels échanges centralisés. Je sais que moi je soutiens pas les échanges centralisés, mais il faut bien commencer quelque part. Je recommande comme étant les moins pires, je dirais. Quel on-ramp, prestataire de services en actifs numériques, on dit en France, ou crypto asset service provider, je recommande pour acheter et vendre des cryptos. Quels sont les wallets qu'on recommande?
parce que aujourd'hui sur les 3 qui ont eu un problème, les 3 n'utilisaient pas Rabi, mais utilisaient MetaMask, et dont l'un qui se reconnaîtra qui a dit oui je sais tu l'as dit 18 fois en live, mais avant qu'il m'arrive un problème j'ai pas sauté le pas. Et bon bah voilà. Et ne soyez pas cette personne, parce que cette personne je la respecte beaucoup et on a passé un bon moment ensemble, elle se reconnaîtra aussi, mais ne soyez pas cette personne qui écoute nos conseils que quand c'est trop tard, parce que ça peut vous coûter un peu d'argent, etc. Donc, franchement, utilisez Rabi, je vois Monerium, etc. Donc, voilà, là, on est entre anciens, mon pèlerin, Rabi, Monerium. Donc, on est entre anciens, vous connaissez les bons bails, comme on dit, mais c'est vrai que si on a des nouveaux venus, qu'ils aillent pas se faire découper en deux sur des échanges chelous et en utilisant un MetaMask sans Ledger, etc. Ouais, ça veut toujours faire gaffe et toujours avoir la sécurité adéquate quand vous vous baladez, quoi. Sortez D'ailleurs, couvert, on peut dire. les amis, Monerium, je leur fais de la pub, mais en même temps, bon, j'ai pas d'action chez eux. Monerium, ils viennent d'activer le Instant SEPA. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je crois que c'est pour tout le monde. Et du coup, maintenant, si vous faites un on-ramp ou un framp en 5 minutes top chrono, moi j'ai Revolut. Donc, entre Revolut et Monerium, en 5 minutes top chrono, vous avez les euros sur votre compte. Et inversement, ça marche dans l'autre sens. Vous avez des euros sur votre compte sur Gnosis ou Polygon. Donc, vraiment, je pense que c'est le on-ramp le plus rapide que je connaisse. Ouais, après, faites attention, Monerium, ils sont complètement sous l'eau. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est assez compliqué d'avoir un compte d'ici la fin de l'année. En tout cas, en pro, c'est très compliqué. Et en perso, je sais même pas si c'était fermé à un moment, c'était que sur invitation. Là, ils ont peut-être ouvert, j'ai pas été voir. Mais ils sont Mais en victimes tout de leur cas, succès parce qu'ils ils sont sont clairement excellents. victimes de leur succès. Alors, il y a un truc qui a été recommandé par la communauté que j'ai pas utilisé moi-même, mais j'ai des retours positifs de gens en qui j'ai confiance. Ça s'appelle, laisse-moi vérifier l'URL pour pas envoyer les gens se faire découper. Qu'est-ce qui... Voilà, je vérifie, je double-check parce qu'il faut pas déconner non plus. Voilà, c'est ça. C'est offramp.xyz et eux, ils font une flat fee de 1 $. Et ils vous font, vous pouvez acheter, vendre, surtout je crois qu'ils vendent et qu'ils vous font un virement. Et je vais vous le mettre dans le chat, Offramp, ça fait partie des petites adresses intéressantes, Offramp XYZ. Et ça fonctionne en Europe, hein, dans toute l'Europe. Donc il y a la France, et il y a d'autres, il y a la Belgique, il y a la francophonie. Après, je sais pas pour nos amis qui nous écoutent depuis le Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, et ceux qui nous écoutent depuis le continent africain, mais en tout cas, les Européens sont concernés, ça c'est sûr. Et ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez vu passer ou testé ou eu des bruits d'essais, enfin j'allais dire de couloir, mais plutôt des retours autour de nouveaux hardware wallets de type Tangem? C'est une petite carte avec un NFC qui gère la clé privée qui sort jamais de la carte. Et en fait, via un pont sur ton téléphone portable directement, tu as un compte, une application quoi, sur ton téléphone. Et j'ai vu quelques personnes en parler positivement récemment. Donc, j'ai pas du tout dig ou vérifié ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le petit truc de ne pas avoir ta clé privée à se noter les 12-24 mots, etc., et avoir peur de la perdre, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes, entre guillemets? Et à contrario, comme apparemment c'est open source, il y a des gens qui disaient que ça leur convenait pas non plus de justement pas avoir la clé privée. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas assez d'infos sur le produit pour avoir une idée. Donc, en fait, le truc qui va faire le plus de mal au hardware wallet, c'est que généralement, ils n'ont pas les Secure Elements. Pourquoi? Parce que les Secure Elements, il n'y a pas 50 entreprises qui les font. C'est des fondeurs, hein, donc c'est des gens qui font les cartes à puce eux-mêmes. Et Ledger, en fait, ils ont eu accès du fait de la proximité entre Nicolas Baca, qui était le CTO historique de Ledger, et ST Micro, qui est la société qui fait ces chips. Ils ont eu accès à des puces de Secure Element qui ne sont pas accessibles à n'importe quelle startup. Et donc, c'est un peu l'avantage compétitif, et ils ride là-dessus, sur le fait que un Ledger, il y a
à l'intérieur du matériel qui fait que moi j'ai confiance dans un ledger les yeux fermés. Et le truc, c'est que tous ces autres hardware wallet, ils n'ont pas forcément accès à ces puces-là, et donc c'est pas les mêmes niveaux de sécurité. Maintenant, il y a sécurité et sécurité, il y a aussi l'expérience utilisateur, il y a d'autres choses qui sont mis en avant. Là, ils disent Secure Element sur Tangem, donc il faudrait que je regarde en détail ce qu'ils ont pour voir On ce que ça serait vaut. on serait sur un EAL6+, qui apparemment est peut-être même au-dessus de Ledger, qui sont 5, si je dis pas de bêtises. Enfin, Ouais, après, mais le fonctionnement reste fondamentalement différent par rapport à la Ledger, puisque effectivement, tu n'as pas l'émission au début de la fameuse clé privée qui reste dans la carte. Donc, en fait, tu squeezes cette étape. Ce qui, pour des débutants, peut aussi aller dans le sens de l'utilisateur, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, clairement, un truc à creuser, quoi, peut-être de ce côté-là. ben là, ils annoncent qu'ils travaillent avec Samsung, que la puce, c'est une puce Samsung. Samsung, c'est un fondeur qui est quand même... Bon, on les connaît tous sur les téléphones, mais c'est un fondeur qui travaille aussi là-dessus et qui est plutôt reconnu. J'ai pas assez d'infos pour vous donner un avis. Moi, je vois pas de red flag apparent. Là, tout de suite, je regarde Tangem. Bien sûr, j'y ai passé 30 secondes, donc mon avis a peu d'importance là-dessus, mais j'ai pas un gros red flag, donc à creuser. En tout cas, Et c'est pas jeté à la poubelle tout de je suite. préfère préciser, au cas où ça serait pas clair, on n'a strictement aucune relation commerciale avec Tangem. J'ai découvert ça ces jours-ci sur Twitter et sur YouTube. Donc voilà, pas de communication cachée, pas de communication commerciale, aucun que Bon, de toute dalle. façon, Il va Et bientôt se n'hésitez falloir se faire pas, une si petite vous voix. voyez cette vidéo, à nous en faire, vous, le shield, pour nous dire si vous êtes utilisateur, ce que vous en pensez, et s'il y a des points noirs, justement, à nous faire remonter. Et peut-être que ça permettra, comme tu disais, Marc, tout à l'heure, quand le bull run peut-être s'y prêtera, ou même début 2024 hors bull run, de faire des tutos et de présenter, puisque là aussi, on parle tout le temps de Ledger par facilité, des nouveaux hardware wallets pour aussi un peu essayer de pousser la concurrence, puisque c'est un quasi-monopole de la part de Ledger, et je trouve ça un peu dommage, quoi. Bah, moi, clairement, je vous parle de Ledger parce que c'est la solution la plus sécurisée. Vous pouvez pas dire que j'ai des intérêts chez Ledger. Je déteste cette entreprise et je pense que ça a été plutôt plutôt clair au fil des émissions et au fil des années ce que je pense de l'entreprise Ledger et notamment de sa direction. Par contre, les produits Ledger, je les utilise tous les jours de ma vie. Là, devant moi, j'ai un Nano X. Que j'utilise avec plaisir. J'ai un S Plus que j'utilise aussi avec plaisir. C'est les meilleurs produits de l'industrie, malgré leur entreprise, malgré leur direction. Le jour où il y a un concurrent qui est au moins aussi bien, j'en parlerai et je parlerai plus jamais de Ledger et je parlerai du concurrent. Mais malheureusement, aujourd'hui, par honnêteté intellectuelle, je mets en avant à la communauté le meilleur produit. Et ça, je suis très clair avec vous là-dessus. On a une question plutôt intéressante qui peut servir à bon nombre d'utilisateurs, je pense, de Josh, qui disait comment mettre 2 clés Ledger sur le Ledger Live. Quand il veut faire un swap via Changely, il reçoit à chaque fois une erreur relative à la clé privée. Par contre, avec une seule clé sur Ledger Live, ça fonctionne. Je pense peut-être que, en fait, des fois, tu veux passer une transaction avec la mauvaise Ledger connectée, ou alors que tu as inversé les comptes ou que sais-je, puisque tu peux mettre autant de clés que tu veux sur Ledger Live, du moment qu'après, tu fais remonter chaque compte qui est lié à la bonne clé, et qu'au moment où tu veux passer ta transaction, tu as le bon compte et la bonne clé qui sont alignés pour la dite transaction. Donc là, c'est plutôt toi, de ton côté, qui a dû t'en mêler les pinceaux, tout simplement. Enfin, si vous voyez autre chose au niveau de l'erreur potentielle, vous n'hésitez pas, mais je ne vois que ça de mon côté. Bah déjà, moi je recommande pas d'utiliser Ledger Live du tout. Parce que Ledger, c'est le meilleur hardware du monde, mais le software est pourri. Ledger Live, c'est amélioré, hein, c'est passé de hachier à acceptable, mais déjà, c'est un spyware. Parce que l'entreprise Ledger, hein, moi j'ai ses opinions sur l'entreprise Ledger, il y a des raisons. Il faut savoir, quand vous utilisez Ledger Live, vous êtes traqué chaque centimètre carré, le mouvement de votre souris, tout ce que vous faites là où vous cliquez, c'est traqué par l'entreprise Ledger. Et vraiment, au niveau de la data, c'est assez hallucinant. C'est utiliser Rabi.
connecté à un Ledger. En fait, quand vous avez un wallet de type Rabi et un Ledger, vous avez le meilleur du software avec le meilleur du hardware. Vous avez le meilleur des deux mondes. Et c'est vraiment ce que je vais recommander. C'est-à-dire que si vous êtes sur l'écosystème, par exemple Starknet, vous pouvez connecter votre Ledger à Bravos, vous faites ça. Quand vous êtes sur l'écosystème EVM en général, donc Avalanche, Ethereum, pas Solana, pardon, Gnosis, etc., Arbitrum, vous connectez Rabi à votre ledger, vous avez le meilleur du hardware, le meilleur du software, et vous faites la même chose sur l'écosystème Cosmos. Je connais moins les wallets là-bas, mais c'est la même chose à chaque fois. Et même sur Bitcoin, vous pouvez connecter votre ledger à Samurai Wallet, par exemple. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser Ledger Live. Ledger Live, vous l'allumez une fois par an, vous faites la mise à jour firmware si on vous la demande, et puis vous refermez ça et vous le réouvrez plus. Et vraiment, je ne conseille pas, je conseille zéro d'utiliser Ledger Live. Kepler, ça fonctionne très bien aussi, effectivement, dans un autre écosystème. Il y avait Mac qui demandait, c'est la continuité de la question, il faut faire un compte par clé. En fait, ton Ledger Live, tu peux mettre autant de comptes Bitcoin ou Ether ou peu importe la crypto que tu veux, mais du moment que tu vas avoir par exemple 2 clés, bah, tu vas avoir une première clé où tu vas devoir faire remonter, admettons que tu aies 0,5 Bitcoin sur une clé et 0,5 Bitcoin sur une autre, une clé privée du coup. Ben, quand tu vas connecter ta clé dans Ledger Live, tu vas devoir faire remonter pour le compte 1 où tu as 0,5 Bitcoin ce compte-là, où tu vas mettre BTC 1 par exemple, et le 0,5 Bitcoin de la clé numéro 2, il va apparaître sous une autre ligne que tu peux appeler BTC 2, mais qui n'aura aucun rapport avec la première clé, ni en clé privée, ni en clé physique. Donc, ce n'est pas un compte par clé, c'est en fait, il y a ce qu'on appelle une ligne différente par clé. C'est ça. En fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un chemin de dérivation. C'est que votre clé privée va dériver à un nombre quasi infini. Alors, c'est pas infini, mais pour un être humain, c'est infini de clés publiques différentes. Et en fait, sur Bitcoin, vous avez le concept de Xpub, par exemple, qui va faire va générer vos adresses publiques. Sur Bitcoin, il n'est pas recommandé d'utiliser 2 fois la même adresse. Donc, et du coup, vous avez votre clé privée qui va générer à chaque fois que vous recevez des bitcoins une nouvelle adresse publique. Quand vous faites SegWit compatible, donc si votre adresse Bitcoin commence par 3 ou encore mieux, SegWit natif commence par BC, vous allez avoir ce système-là. Ça, c'est le système Bitcoin, qui est un système différent. Dans un système d'account de type Ethereum, de type Solana, enfin ce que vous allez trouver ailleurs, vous allez souvent réutiliser la même adresse pour faire des transactions, mais vous pouvez, avec le même ledger, générer autant d'adresses publiques que vous voulez. Et du coup, sur le même ledger, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un compte où vous faites pas grand-chose, un compte où vous êtes plus actif dans l'écosystème DeFi, etc. Et ça va être la même seed. Il n'y a pas forcément moins de sécurité à faire ça. Moi, je suis pas forcément partisan de dire ayez 50 ledgers chez vous. Pourquoi? Parce que on est une chaîne qui a un public relativement large et en fait les gens qui veulent trop bien faire alors que ils sont un petit peu tôt dans leur chemin d'apprentissage, bah ils vont multiplier leurs opportunités de faire des erreurs. Moi je dis déjà vous avez un ledger, utilisez-le, c'est déjà un bon départ, utilisez-le, connectez-le à votre avis et faites votre première transaction sur Uniswap sur Arbitrum. Et si vous faites ça, déjà c'est pas mal, vous serez au-dessus de 90% du game parce que la plupart des gens, il faut pas se leurrer, ils ne seront jamais sortis de Binance. Donc si vous faites ça, déjà vous avez un hardware wallet, vous l'avez connecté dans un wallet de qualité et vous avez fait une transaction sur une application sur la blockchain, c'est déjà pas mal. On verra les détails plus tard et je suis vraiment partisan de étape par étape. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, que vous faites vos devoirs et que vous montez un niveau, c'est une victoire. Et il faut passer comme ça. Il y avait Keiza qui demandait, l'autre fois, il a rentré une seed et il est tombé sur une adresse qu'il connaissait même pas. Du coup, il a perdu la vraie seed. Comment c'est possible? Je pense que... Alors ça, à mon avis, je pense que c'est peut-être une erreur de manip, c'est-à-dire que, alors, la première solution, soit tu as rentré la mauvaise seed et t'es effectivement tombé sur une adresse que tu connaissais pas, mais normalement, si tu as fait ça, tu peux pas interagir avec cette adresse.
dans le cas où tu peux quand même interagir avec cette adresse, à mon avis, tu n'es pas sur la bonne adresse, mais tu es sur la bonne seed. Donc ça, je te Exactement. conseille d'aller sur Rabi et en fait d'ouvrir, je sais pas, par exemple les 10 premières adresses ou les 5 premières adresses et après de les regarder et tu vas voir que normalement tu vas retrouver L'adresse l'adresse où il y a qui des est la sous. bonne, l'adresse où il y a Exactement. les sous. En fait, il y a deux choses. C'est soit tu n'es pas dans le bon index. Donc, en fait, les ordinateurs, ça commence à compter à partir de 0 et après, ça fait 0, 1, 2, 3, etc. Et du coup, dans ton chemin de dérivation, tu vas générer ta première adresse publique, index 0, puis deuxième adresse publique, index 1, et comme ça. Et parfois, il y a certains wallets, parce qu'ils sont codés avec le Q, hein, ils vont pas te générer ta première adresse sur l'index 0, ils vont te le générer sur l'index 1. Pourquoi? Parce que ça a été fait par quelqu'un qui a jamais fait du code de sa vie ou d'autres raisons. Et donc, tu arrives sur un wallet normal, ils te sortent la première adresse index 0 et tu dis je connais pas cette adresse et en plus il n'y a pas de thune dessus et tu commences à paniquer. Alors que si tu continues de générer une adresse, tu vas arriver à l'index 1. Je vous dis ça, mais c'est histoire vécue. Hein. Ça se fait plus en 2023, mais c'est des choses que j'ai vues il y a très longtemps. Oh, moi j'ai vu des embrouilles même. Hein. Moi j'ai vu des gens qui ont accusé d'autres gens de les avoir volés oui, qu'il n'y avait plus d'argent. Donc voilà, certains d'entre vous diront il se fout de ma gueule, franchement c'est la base du dev, etc. Non, c'est des choses que j'ai vues et c'est pas grave, voilà, on s'en sort au final. La deuxième possibilité, c'est que c'est pas le même schéma de dérivation parce que Ledger Live et MetaMask à un moment c'était pas les mêmes chemins de dérivation. Donc tu avais 44 et 44 primes. Ça peut se vérifier aussi. Donc, vous pouvez vérifier différents chemins de dérivation et vous allez trouver des choses. Renseignez-vous. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est une question d'index, retenez ça. Soit c'est une question de chemin de dérivation. Et ça, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Bien sûr, ne mettez pas votre site n'importe où. Il y a de la documentation et personne de sérieux et d'honnête ne vous demandera votre clé privée. Ça passe d'un format papier ou cryptostyle. Si vous avez envie de quelque chose qui résiste au temps. Et ça s'insère directement dans un ledger, ça ne s'insère ailleurs, nulle part ailleurs. Sur un Mac qui a un port USB-C, peut-on utiliser un câble de chargeur USB-C pour connecter sa ledger? Doit-on utiliser un dongle USB-C USB et utiliser uniquement le câble ledger? La réponse est non. N'utilisez pas des câbles chelous qu'on vous a fait et vous savez pas d'où ça sort, mais n'importe quel USB 2.1, les trucs qui existent depuis 10 ans, mais apparemment si vous avez un iPhone pas pro, Apple décide que c'est ça, mais bon, ça c'est l'arnaque Apple, mais n'importe quel USB standard qui est sorti il y a moins de 10 ans fonctionnera sur un Ledger. Le Nano X, j'ai l'impression qu'il a un besoin de batterie un peu plus important et je crois qu'il faut un USB 3 pour qu'il ait suffisamment de batterie, sinon il va gueuler. Voilà. Ouais, moi, j'ai des fils USB-C qui fonctionnent pas pour brancher. Voilà. Alors, un fil USB-C 3.0 de moins d'1 mètre de qualité, vous achetez Ugreen, vous achetez Anker, vous achetez ce que vous voulez, sur Amazon, pas sur Amazon, vous achetez et ça coûte entre 10 et 20 euros. Et à ce prix-là, vous allez avoir de la qualité que vous allez garder 10 ans. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'acheter le truc Ledger, il n'y a pas besoin d'acheter le truc Apple. Apple, j'imagine que ce câble, ils vont le vendre 80 euros. Il n'y a pas besoin, les amis. Hein. Anker, Ugreen. Moi, j'utilise Ugreen personnellement. J'en ai acheté là récemment Black Friday. Je suis pas sponsorisé non plus, mais ça marche très bien. Ils font de la qualité. Bon, bah bien cool. Ça fait une petite heure qu'on est en live. On va peut-être reprendre une ou deux questions pour clôturer. Et je pense qu'on aura fait un bon tour et surtout un bon rappel au niveau des hardware wallets, de comment c'est fait, puisque j'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui ont découvert la dérivation et le fait de pouvoir avoir plusieurs adresses publiques. Il y en a qui n'en avaient jamais entendu parler. Donc voilà, c'est plutôt cool d'apporter ce genre d'informations. Bon, c'est vrai, c'est des infos un peu plus techniques quand même, hein, malgré tout. Ouais, mais tu vois, ça, moi je pense que ça devrait faire partie d'un starter kit. Je vais me motiver, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc c'est pas le meilleur moment, mais je vais trouver le temps. Et je vais me motiver, je vais vous faire une sorte de PDF. Bon, ce sera pas, je vais pas vous le vendre 1000 balles comme les scammers de je sais pas quoi, mais je vais vous faire un PDF avec les bons wallets, les petites astuces, les petits machins. Manu, t'as déjà bossé sur des trucs comme ça? Et il y a moyen qu'on puisse j'ai même des trucs en préparation, voilà. Mais effectivement, ouais, la petite caisse à outils, je dois avoir ça quelque part. On va vous faire une caisse à outils, un truc en 2 pages, un truc simple.
un truc simple et on va vous le filer. Et je pense que c'est bien. Commencer un cycle sur de bonnes bases, c'est plutôt cool. Et non, on va pas vous le vendre. Je sais que dans l'équipe CM, ils travaillent sur des trucs un petit peu plus costauds, mais là, c'est un vrai machin. Mais là, un starter kit en 2 pages en PDF qui va me prendre une après-midi à faire sur un week-end, non, j'ai pas besoin de gagner ma vie là-dessus. Hein, merci les amis. C'est avec plaisir qu'on vous le partage. Non, mais tu sais qu'en plus, je dois l'avoir le truc quelque part. Faut que je regarde sur mon PC. Mais... Je dois l'avoir, la boîte, la fameuse En boîte tout cas, à dès que outils, ça sera voilà. dispo, hein, on vous le partagera. Et puis voilà, c'est vrai que c'est des petits tutos qui peuvent, pour un débutant, faire toute la différence. Donc c'est là le truc, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai eu 3 personnes, je te dis, dans mes DM qui malheureusement qui ont eu des soucis. Et j'ai quand même 3 histoires qui sont bien terminées. Donc c'est rare. Donc il y a une histoire où on a limité des pertes, une autre histoire où on a sauvé un node qui était cassé et que malheureusement il ne gagnait plus de sous sur le staking, et une 3e histoire que je vais pas partager parce que voilà, la personne voulait que ça reste discret, mais dans les 3 cas ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Donc soit on a limité les pertes, soit on est reparti sur bonne base. Donc je salue ces personnes qui se reconnaîtront. N'hésitez pas, hein, si vous avez des soucis, il y a peu de chances que je vous réponde parce que je peux pas répondre à tout le monde, mais si c'est le cas et que j'ai un peu de temps et que je peux vous aider, c'est toujours un plaisir d'aider la communauté. Alors moi, je prends 2 questions. Je prends la première. Un mot sur mon projet qui va sortir. Alors, je vous en parle pas plus en soi, mais je vous invite à suivre le compte. On participe au Grand Polygone. Donc, on va poster le projet cette semaine. Donc, suivez le compte de Stratège Protocol. Et vous aurez droit à une petite vidéo pumpy sympathique qu'on a fait cette semaine. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et je prends la deuxième question de BatLabs qui dit comment récupérer mes SDT stackés qui génèrent plus de points. Donc, effectivement, les points, c'est mort. Et ce que je te conseille de faire le plus simple, donc tu avais des XSDT qu'il faut repasser en SDT. Et pour le faire le plus simple, ce que je te conseille, c'est d'aller sur le Telegram de StakeDAO et de demander à Chago ou à Hubert qui vont te donner la marche à suivre pas à pas, très simplement, et sûrement l'URL, parce que là je l'ai pas en tête, de l'ancien site pour justement pouvoir unstack et sortir. Donc, t'as des IXDT qui étaient sur Polygon, c'est ça? Ouais, des XSDT qui devaient être sur Polygon, mais j'ai plus l'URL du site. Ça date, mon frère, ça date. Non, mais attends, c'est V1-StakeDAO, hein, je crois. C'est possible, je l'ai pas en... Ça, je l'ai fait, mais il y a plus longtemps. Non, c'est vrai que j'ai plus l'URL. J'ai plus l'URL, mais donc il faudrait aller voir. Sinon, ça doit se faire avec les contrats, mais t'inquiète pas, Chago, Hubert, ou Pilote Vietnam, ils vont te faire ça aux petits oignons. Va sur le Telegram sur Telegram. On pourra clôturer avec la question de CryptoJuice qui peut s'entendre, hein, même s'il y a très peu de chances que ça se réalise. Quel serait l'effet sur le marché d'un refus des ETF? Donc en termes de prix, on ne peut pas trop savoir l'impact que ça aurait, puisque pour l'instant, depuis 20-25 000 $, c'est ultra spéculé sur ça. Donc certainement que la baisse de prix... La baisse de prix serait très importante. Après, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que comme on a beaucoup monté en 2023, on peut tout aussi bien être vendu au moment où la news sortirait, même positive. Mais c'est sûr qu'un refus, ça serait, vu que c'est le narratif sur lequel a l'air de s'initier ce prochain cycle, ça serait assez dramatique. Parce que derrière, quel serait le narratif suffisamment puissant qui viendrait remplacer ça? Quel type d'argent rentrerait pour remettre des milliers de milliards sur la table de capitalisation? Donc, ouais, ça serait un vrai problème, là, pour le coup. Surtout que c'est pas anticipé par le marché. C'est-à-dire que là, il y a quand même un consensus de tous les acteurs présents de dire que l'ETF, c'est pas si ça arrive, mais c'est quand ça arrive. Donc, a priori, pas de... Enfin, ce serait vraiment une claque sur le marché et il pourrait y avoir un retour de volatilité. Par contre, moi, je pense que le jour où le premier ETF sort, il y a un sell the news, puisque c'est une news qui a été digérée par le marché, anticipée par le marché. Donc, forcément, il y aura des prises de profit à ce moment-là. Mais court terme,
sur le long terme. On est quand même un avant et un après. On est sur c'est le Bitcoin qui acquiert ses titres de noblesse au niveau titre financier et du coup et qui gagne sa maturité au bout de 15 ans d'existence. Donc c'est plutôt même plus, 17 ans le Bitcoin? Non, 2008? Je ne sais plus compter. Non, 15 ans d'existence. Et du coup, ouais, ça ferait un beau cycle. Et donc, pourquoi pas? Ça pourrait être relativement intéressant. Donc, même s'il y a un sell de news, je le vois pas durer bien longtemps. Non, et puis il faut quand même pas oublier que je crois que sur 575 demandes, BlackRock a eu un refus. Donc je pense que s'ils sont un peu éreintés pour faire le dossier, acheter des parts dans les plus gros mineurs de Bitcoin américains, etc., c'est sûrement pas pour qu'au final laisser tomber. Après, il y a toujours des sénateurs américains qui sont en croisade contre les cryptos, mais je pense que ça fait partie du narratif. Les cryptos, c'est pas bien, il faut pas que les retail rentrent dedans, c'est dangereux. Il vaut mieux qu'ils aillent les acheter dans leur banque et qu'ils laissent la banque custodie pour eux parce que c'est quand même compliqué. Donc, c'est plutôt le narratif qui est défendu. Il y a eDevice qui dit vivement que Marc se sauve en vacances pour un bon dump des familles. Effectivement, c'est ma malédiction. Moi, c'est pas forcément les dumps. Enfin, disons que le dump, c'est la deuxième conséquence. C'est que la malédiction, c'est que je pars en vacances à peu près une fois par an. Et à chaque fois que je pars en vacances, il y a un bordel. Donc, il y a un hack, il y a la chute de FTX, etc. Donc, effectivement, moi je vous annonce, je vais partir en vacances 2 bonnes semaines là, pour les fêtes de la fin d'année. Donc je vous dis pas exactement quand, mais voilà, au mois de décembre jusqu'à tout début janvier, je ne serai pas présent et je serai en vacances. Donc est-ce que la malédiction va se réaliser? Est-ce que le dump d'aujourd'hui est le début de la malédiction? Est-ce que tu pars demain en vacances? C'est ça la question. Non, je ne pars pas demain en vacances. Donc ça va, on a un petit peu de marge. Mais je tiens à vous annoncer ça, vous serez prévenus. Il est temps de prendre ses profits peut-être pour sécuriser les positions. Bon, au moins cette fois-ci tu préviens et ça c'est voilà, ça vaut tous les. C'est sympa. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Et puis, n'oublions pas, semaine de volatilité, jour des 4 sorcières ce vendredi, lune noire dans 48 heures avec Mercure rétrograde, machin bidule. Donc voilà, c'est la foire à la saucisse et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Bon, merci à tous d'avoir été là. On était, je sais pas, 800 et quelques au pic. On se retrouve, vous aurez le replay qui est disponible sur Twitch immédiatement et demain sur YouTube. Et on se retrouve pour la quotidienne mercredi. Merci Marc et Manu d'avoir partagé le micro comme d'habitude. Et au plaisir de vous avoir partagé peut-être des données un peu plus techniques ce soir, notamment sur comment fonctionne un hardware wallet. Et je compte sur vous, d'ici la semaine prochaine, quand on parle de devoirs, pour nous faire potentiellement un retour communautaire à vous tous autour du wallet Tangem, ou si vous en connaissez d'autres. Je ne sais pas si Satoshi aussi, ça ne fonctionne pas un peu sur le principe de carte comme ça, et de voir si finalement ça a des points positifs qui pourraient supplanter la fameuse clé privée que nous sortons généreusement de notre ledger à l'initialisation et qui après peut causer bon nombre de péripéties à celui qui ne les met pas en sécurité, justement, ces clés privées. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à plus tard. Ciao, ciao. À plus, ciao.